Avant-dernière séquence, nul doute qu'avec Maître Michel Tisser, une plaidoirie sur les femmes peut mettre en lumière les injustices qu'elles subissent. On a fait parler, et on a beaucoup parlé de ça, et appeler à une réévaluation des valeurs et des croyances qui sous-tendent l'éternel féminin. En défendant leurs droits et leurs contributions, nous reconnaissons la nécessité d'une égalité véritable. Maître. Oui, à vos ordres. Bravo. Mesdames, Messieurs, je serai brève. La plaidoirie va être... Oui. Auparavant, je voudrais donner mon dossier de plaidoirie. Monsieur le Président. Madame l'assesseur, tome 2. Madame l'assesseur, tome 3. Le dossier qui m'a été confié par l'illustre duo dont fait partie Florent Mention du général et de Faciès. Il a renié l'égalité des femmes en prétendant que les femmes étaient des imposteurs sur les questions du salaire. Je retiens absolument tout ça. Vous êtes titulé qui? Ah non, j'en ai pas. Ah, pardon, je recommence. Je disais que le sujet qui m'a été donné de défendre était intitulé « Plaidoirie sur les femmes ». Je respecte le sujet. En juriste atavique, j'ai donc scindé mon sujet et mon propos en deux parties. Elles-mêmes seront divisées en deux sous-parties. Plaidoirie. Une plaidoirie, nous a tout prendre en caisse. Un exposé au juge à qui je l'adresse. Un point d'orgue mettant fin au dossier, avec l'espoir utopique qui va son cœur toucher, Monsieur le Premier Président. Vous pourriez me répondre un peu court, madame, parce qu'il vous reste encore 10 minutes. Soit. Alors la plaidoirie présente des caractéristiques en la forme A et au fond B. En la forme, il s'agit, on l'a bien compris, d'un exercice oratoire qui allie la voix, le port de la voix, les mots, la rhétorique, la posture, la gestuelle, les émotions. Et j'insiste sur ce mot, les émotions, parce que, à l'heure où les robots, où l'intelligence artificielle prétend nous remplacer, prétend raisonner, prétend plaider, prétend convaincre, et j'y reviendrai, lorsqu'on met face à face un robot pourvu d'intelligence artificielle, fut-elle extrêmement bien nourrie par des humains, et un être humain, un vrai, en chair et en os, c'est la chair, l'os et le sang qui gagnent grâce à l'émotion, grâce à l'adaptation, grâce au tripes que l'on sort en plaidant ou en exposant quelque chose. Deuxième caractéristique en forme, la plaidoirie appartient au monopole de l'avocat ou de l'avocate. Parce qu'aujourd'hui, on dit deux choses. Ce qui différencie la plaidoirie du plaidoyer. Un plaidoyer est effectivement un argument, un argumentaire, présenté en faveur d'une cause, d'un objet, d'une recherche, d'un objectif. La plaidoirie est l'apanage exclusif de l'avocat. Pardonnez-moi, monsieur. C'est aussi un exercice qui se pratique exclusivement, c'est pour ça que je ne plaide pas vraiment ici, dans l'enceinte juridictionnelle, où, comme m'aurait dit Gérard Christophe si vous l'aviez invité, dans la douceur intra-utérine des palais de justice. Tout ça, tout honneur. Intra-utérine des palais de justice. Gérard dit ça régulièrement, donc comme ça fait longtemps que je l'entends, je l'ai bien retenu. Intra-utérine, c'est féminin tout ça. Alors sur le fond, la plaidoirie interpelle des notions de justice. Justice, j'étais très inquiète tout à l'heure, j'espérais qu'on ne mentionnerait pas Thémis. On n'a pas mentionné Thémis, monsieur le professeur. Thémis est donc la déesse de la justice, la déesse grecque, fille d'Urano et de Gaïa.
Et le pendant latin, c'est justitia. Donc nous avons hérité le vocable. Thémis représente donc la justice et est représentée généralement en une femme. La justice est une femme, bandée, avec une balance dans une main et une glaive ou une épée dans l'autre. Le bandeau ne veut pas dire qu'elle est aveugle, mais simplement qu'elle est impartiale et qu'elle ne doit pas tenir compte de l'apparence. On rejoint le critère de discrimination, de non-discrimination égalité. Elle ne doit pas être influencée par l'apparence, par l'apparat ou par la posture de la personne en face qui est en train de l'influencer ou de l'hypnotiser. La balance symbolise la pesée des âmes. Là, c'est un symbole plus religieux. L'équité, qui rejoint la justice. Et le glaive, bien sûr, ou l'épée, rappelle que la justice peut aussi sanctionner. Ce que la plaidoirie recherche, c'est d'emporter, sur le fond, la conviction de quelqu'un. J'espère que je vous aurai convaincu, Monsieur le Premier Président, en souvenir de quelques expériences antérieures. Si mes amis comédiens l'observent, c'est qu'en définitive, et ils le verront bientôt, la plaidoirie s'exerce comme une pièce de théâtre, ici et maintenant, pour obtenir un instant d'attention, parce que des fois c'est pas l'attention du juge, un instant d'attention et finalement une conviction. Alors, si nous avons parlé de la plaidoirie, eh bien le deuxième thème, la deuxième partie du titre, sur les femmes. Sur les femmes, j'insiste. Alors là, évidemment, je ne sais pas si c'est Thierry Lefebvre qui a fait le texte du sujet, du titre. Je me dois d'analyser le sujet avant de l'illustrer. Analyser le sujet, c'est d'abord se poser une question. Pourquoi avoir choisi la préposition sur? Sans aucun doute, un esprit masculin, alors qu'on trouve inconvenant peut-être, imaginerait une gestuelle particulière à la plaidoirie sur la femme. Peut-être que Thierry Lefebvre a imaginé, en écrivant sur les femmes et pas à propos des femmes, lapsus significatif, que l'avocat debout, ou assis d'ailleurs, plutôt debout en fait, hein. L'avocate, là c'est plus, on change de thème, on s'appelle, bref, en tout cas, les êtres qu'on trouve auraient pu mal interpréter le sujet. Je ne l'ai pas mal interprété. Je ne me suis pas laissé prendre à la tentation de suivre le mauvais esprit de Thierry Lefebvre. Et j'ai considéré, humblement, vertueusement, qu'il voulait qu'on parle des femmes et que la plaidoirie soit à propos des femmes, au sujet des femmes. En tout état de cause, comme on dit, au demeurant, comme on dit chez nous, lorsque l'avocat plaide, il plaide pour quelqu'un, pour une cause, il défend une cause, il fait tout. Mais il est aussi partial, il ne présente que les arguments en faveur de la cause qu'il défend. Enfin, c'est ce trompe, c'est pas grave. Et donc, pas d'équivoque pour moi, la plaidoirie que vous vouliez était une plaidoirie pour les femmes, sur les femmes, à propos des femmes. Alors, cherchons des exemples, parce que lorsqu'on est humble, comme disait Claude Rodez depuis quelques années, et modeste, on cherche des exemples illustres, parce qu'on n'est pas sur les illustres. Alors, j'ai cherché d'abord, classiquement, bon, intuitivement, je me dis qu'il y a forcément des hommes dont je retrouverai trace de plaidoirie bienveillante, à défaut d'être laudative, sur les femmes. Je n'ai pas trouvé. Plaidoirie d'avocat. Homme, ça n'existe pas. Sur les femmes? Alors, je n'ai pas trouvé, je vais bien chercher sans doute. Mon regard est partial. En revanche. Ah, c'est pour ça. Et le sujet n'est pas là. Si vous pouvez tout homme, je suis bien sûr de pas y arriver. Si je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas.
faut se défendre, vous voyez, quand on est une femme, contre les hommes puissants. Et tout puissants. Organisateurs en plus, manipulateurs ou demeurants. C'est de mon mari que tu parles, c'est bien. Tu vas c'est très bagarre. Mais j'ai trouvé des illustrations chez des femmes, récemment, ça va, je crois qu'il n'y a pas de gamin de 20 ans, relativement récemment, et vous imaginez sans doute que l'exemple qui m'a le plus marqué pour ce qui me concerne est l'exemple de Gisèle Halimi. Parce que lorsque on cherche un exemple de plaidoirie, alors c'est vrai qu'il est rare de éviter les plaidoiries, il est rare aujourd'hui, à l'époque c'est davantage, de remettre au juge, on remet des conclusions, des écrits des pièces, mais pas sa plaidoirie. On lui laisse le suspense, la surprise. Et puis on s'adapte au public, au temps, il pleut, il fait froid, il fait chaud, notre juge, il n'y a pas de climatisation, j'ai tout le machin, il fait chaud, il fait froid. Et donc on n'a pas beaucoup de traces écrites de plaidoirie marquantes. Mais, en revanche, on a celle de Gisèle Halimi, qui avait préparé son propos tellement important pour le procès de Bobigny. Oui. Marie-Claire Chevalier en novembre 1972. Et bon, la plaidoirie fait une quinzaine de pages, mais malgré tout, donc elle a été tracée, retracée, retranscrite et conservée. Et je voudrais vous en lire quelques passages, j'avais mis un capone ici, mais je vais y arriver. Quelques passages qui sont inspirants pour les avocats, mais aussi pour les femmes et pour tous les hommes qui aiment les femmes comme vous, messieurs, j'ai bien compris. Monsieur le Président, oui, madame. Messieurs du tribunal, vous verrez pourquoi je dis messieurs du tribunal. Je ressens avec plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier qui est de plaider et de défendre et ma condition de femme. C'est à la fois une plaidoirie et un plaidoyer. Un autre extrait que je me permets. Voulez-vous, messieurs du tribunal, suivez. Son téléphone. J'arrive souvent le tribunal. J'ai des vieux qui lisaient de bande dessinée. Si, c'est vrai, qui dorment. Pardon, monsieur le Président. Il faut réveiller le tribunal. Voulez-vous, messieurs du tribunal, contraindre les femmes à donner la vie par échec, par erreur, par oubli? Est-ce que le progrès de la science n'est pas précisément de barrer la route à l'échec, de faire échec à l'échec, de réparer l'oubli, de réparer l'erreur? C'est cela, me semble-t-il, le progrès. C'est barrer la route à la fatalité et par conséquence à la fatalité physiologique. Vous vous souvenez, Marie-Claire Chevalier, 16-17 ans, est violée. Suite à ce viol, elle tombe, comme on dit, enceinte. Et, grâce à l'aide de sa mère, d'amis, de médecins, finalement, on procède à son avortement, mais à l'époque, c'est une infraction pénale grave, un crime. Et elle est donc poursuivie devant les tribunaux, elle, devant la chambre des mineurs, puisqu'elle était, sur la cité des mineurs, puisqu'elle était mineure à l'époque, et ses complices, mère, amis, médecins, devant la juridiction des majeurs. Vont se succéder à cette barre des témoins de grands noms, de la littérature ou des sciences. Et chacun, chacune, à sa façon, dira ce qu'on doit penser désormais, il y a 50 ans, de ce maintien dans le code pénal, la sanction multipliée faite à une femme, presque une enfant, d'avoir déjà subi un crime épouvantable. Grâce à cette plaidoirie, grâce à cette mobilisation, Marie-Claire Chevalier sera relaxée. Mais quelques extraits encore parce qu'ils sont vraiment impressionnants. Elle dit
J'ai tenu à ce que vous entendiez ici une mère célibataire. On appelait avant mère célibataire, et encore, c'était devenu un mot presque convenable. Les femmes, filles qui avaient gardé l'enfant, malgré ce qui s'était passé, gardé l'enfant parce qu'elles avaient peur de l'acte d'avortement, qui était mortel dans une majorité de cas, parce qu'elles avaient peur de la poursuite pénale, ou parce que finalement, l'entourage disait on ne peut pas, ou la religion, mettre fin à une vie qui va arriver. Sauf que ces mères célibataires étaient mises au banc de la société, honteusement, puisqu'elles avaient honteusement mis un enfant au monde, souvent hors mariage, et c'était elles qui portaient la responsabilité, cette erreur de casting. Que fait-on pour elles, dit Gisèle Halimi? On les traite de putains. On leur enlève leurs enfants qu'elles ont pensé finalement garder parce que leur humanité intérieure leur disait que au moins j'ai un enfant, je l'aimerai. On leur enlève leurs enfants. On les oblige à les abandonner pour que les enfants soient adoptés par d'autres quand ils ne sont pas des orphelinats. On leur prend 80% de leur salaire et on ne se préoccupe pas de leurs études. Combien de mères célibataires, combien de femmes, de jeunes filles ont été détruites ainsi? Alors, savez-vous, messieurs, disait Gisèle Halimi, que les rédacteurs, savez-vous, messieurs, que les rédacteurs du Code civil, ça fait longtemps que c'est enlevé, certes, dans leur préambule, avaient écrit ceci, et c'est tout le destin de la femme. Deux points, je cite, comme disait Antoine de Caunes. La femme, accrochez-vous, la femme est donnée à l'homme. Voilà. Pour qu'elle fasse des enfants, Thierry. Elle est donc sa propriété, comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. Elle va dans la forme. Pardonnez-moi, messieurs, dit Gisèle Halimi, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous, regardez-nous. 4 femmes comparaissent devant 4 hommes à l'époque, monsieur le Premier Président. Et pour parler de quoi? De sonde, d'utérus, de ventre, de grossesse et d'avortement. Croyez-vous que la justice fondamentale et intolérable n'est pas déjà là? Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps? Cela est démentiel. Encore qu'aujourd'hui, monsieur le Président, les femmes jugent des hommes qui ont, je ne sais pas, fait des choses. Et pour finir, c'est un peu long, pardon, mais c'est tellement beau. Je ne peux pas empêcher de vous lire ce qu'a écrit Gisèle Halimi, je n'y suis pour rien. J'allais terminer et pris le tribunal d'excuser le manque des explications. Ça, c'est ce qu'on dit en général quand on a plaidé. Même avant, d'ailleurs, je ne serai pas long, mais en fait, si. Je vous dirai seulement encore 2 mots. A-t-on encore aujourd'hui le droit en France, dans un pays que l'on dit civilisé, de condamner des femmes pour avoir disposé d'elles-mêmes ou pour avoir aidé l'une d'entre elles à disposer d'elles-mêmes? Ce jugement, messieurs, vous le savez, ce jugement de relax qui sera accordé sera irréversible. Et à votre suite, le législateur, c'est vrai, s'en préoccupera. Nous vous le disons, il faut le prononcer parce que nous les femmes, nous la moitié de l'humanité, nous sommes mis en marche. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. Relax. Bravo. Et en conclusion,
conclusion de ce que ça, c'est la conclusion des États-Unis, c'est pas la mienne. En conclusion, comme on dit dans le métier, puisqu'on dépose des conclusions, en conclusion, au début, j'avais prévu de finir de manière humoristique, et puis j'ai changé d'avis. Et je voudrais dédier mes conclusions aux femmes violées, torturées, tuées le 7 octobre en Israël. Aux femmes violées, torturées, tuées en Iran. Aux femmes réduites à moins que rien en Afghanistan. Et je voudrais, mais tout le monde a eu cette idée, jeter aux hommes qui en sont les auteurs, fiers, ces quelques paroles et musiques de ce poète que nous aimons, et qui a été chanté par Jean Ferrat. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à votre génération, je déclare avec Aragon la fin de l'or. Merci. Voilà, alors je tiens, parce que ici c'est un lieu historique où jusqu'à la Révolution on rendait la justice, ici même, hein, sur une estrade, sur fond de rétable, et j'ai fait enlever l'écran donc qui masquait cette très belle toile du meilleur peintre de la seconde moitié du XVIIe siècle, du peintre montpelliérain Jean de Troyes, et qui est intitulé « Le temps et la justice découvrant la vérité ». Donc je vous devais, madame, la bâtonnière, ce privilège. Voilà. Merci beaucoup. Merci, maître, de votre conclusion. Oui, les femmes sont l'avenir de l'homme et vous marchez en tête.